Très bien, sinon je vais appeler la direction générale. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Donc, la CPME du Rhône et notamment, plus précisément, le pôle femmes est heureux de vous recevoir ce soir au BSB en présence de presque Franck Lebel qui va arriver, notre secrétaire général. Et puis aussi dans ces locaux, on remercie bien sûr Hélène Mélian qui nous reçoit. Et puis nos partenaires, sans eux, on n'aurait pas pu organiser cette belle conférence. Donc on remercie Marc Lamotte, directeur du GSC, Christophe Yaffrat, le directeur général qui est ici du GSF. On a aussi Benjamin Blanc avec la technique, bien sûr, et le collectif Performance Inclusive, présidé par Sacha Genot, à qui je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Juste quelques mots simplement pour vous dire que le collectif Performance Inclusive est une association créée il y a 10 ans par des cadres en activité qui ont souhaité à un moment donné se réunir pour travailler ensemble sur la manière d'améliorer leur management, pour essayer d'être un peu plus proche de leurs collaborateurs. Et ça a pris la forme très rapidement, d'une part de causeries, qui sont des petites réunions de petits groupes, où on échange des expériences vécues pour essayer d'amener chacun une exemplarité sur des choses qu'on peut développer dans les entreprises. Et puis, deuxièmement, des conférences, parce qu'il nous est apparu très rapidement que nous avions besoin d'être éclairés vraiment par des scientifiques, notamment sur les neurosciences. Et c'est la première conférence que nous avons organisée avec Pierre-Marie Lédot. Puis ensuite, on a travaillé sur l'IA, on a travaillé sur l'inclusion. Et depuis 1 an, on travaille beaucoup sur l'intuition, car il s'est avéré que, pour ma part, j'ai découvert il y a 12 ans, après 50 ans d'activité, que toute ma vie a été guidée par mon intuition. Et donc, à un moment donné, on a décidé de parler de ça et on s'est aperçu en réalité que beaucoup de gens parmi les cadres avec lesquels on est en relation étaient très intéressés par ce sujet. Donc, je suis ravi de vous voir nombreux ce soir ici à Lyon et j'espère que vous allez passer une très très bonne soirée avec des intervenants vraiment de qualité. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Sacha. Donc, eh bien, à nous de remplir cette mission. Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence sur l'intuition et le management. Pour commencer, je voulais peut-être essayer de vous... Je pense que vous avez tous connu cette scène dans une salle de réunion où quelqu'un dit « Ah, j'ai une bonne idée, je suis sûr que ça va marcher » et quelqu'un répond immanquablement « Non, moi, je le sens pas. » Ce « je le sens pas », est-ce que c'est de la prudence? Est-ce que c'est de l'intuition? Et à l'inverse, est-ce que celui qui propose l'idée persuadé que ça va marcher fait, lui, preuve d'intuition ou d'inconscience? Comment est-ce qu'on explique cette différence de perception entre deux personnes? Est-ce qu'on a tous les mêmes antennes? A priori, oui, on est tous faits pareil, mais est-ce qu'on est capable de décoder de la même façon les signaux que ces fameuses antennes reçoivent? C'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir aussi quels sont les biais qui nous font pencher d'un côté ou de l'autre, devenir aventuriers éventuellement ou nous pousser au repli sur nous-mêmes. Est-ce qu'il faut du courage surtout pour écouter son intuition? C'est ce qu'on va essayer de voir. Et puis d'ailleurs, aussi tout simplement, savoir s'il faut vraiment l'écouter ou non. Est-ce qu'il y a parfois des moments où il faut plutôt essayer de la taire ou au moins de la questionner? Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez sans doute vous-même eu l'intuition que vous alliez apprendre des choses et passer une bonne soirée. J'espère qu'on ne va pas faire mentir cette intuition et je vais vous présenter ceux qui vont essayer de répondre à ces quelques questions avec nous et pour vous ce soir. Ah. Oui, permettez-moi quand même de vous présenter Lomi Guyot, qui est donc rédacteur en chef du JDD Magazine, qui est aussi journaliste économique. Voilà, il fallait, parce que tu quand même... présenter qui tu es. J'allais le dire, mais merci, oui, je suis très économique. Alors, d'abord, d'un côté, nous avons donc les scientifiques, d'un côté du ring. On va commencer avec Sarah Denain, dite Cruisa, que vous connaissez, vous connaissez sans doute, docteur en pharmacie, professeure associée à l'Université de Lyon et créatrice de Calmeva, un cabinet conseil scientifique et technique au service de la santé et de l'alimentation. À côté, donc Pierre-Marie Lédot, directeur du département des neurosciences et de l'unité perception et mémoire à l'Institut Pasteur et directeur de l'unité gènes et conscience au CNRS. Gènes comme la génétique, pas comme le sentiment
de gêne qu'on peut connaître à un moment ou à un autre. Hein. Voilà. On verra. De l'autre côté entreprise, Christophe Laffrat, vous êtes directeur général de GSF Astrée, société multiservice spécialisée notamment dans l'hygiène et la propreté. Vous travaillez entre autres pour des sites industriels, les transports ou encore les espaces recevant du public. C'est une filiale du groupe GSF qui compte 42 000 collaborateurs, plus de 160 établissements en France, et donc celui que vous dirigez. Avec nous également Alexandra Caraz-Cézéli. J'ai bien dit, c'est Cézéli. Hein. Voilà. Présidente de l'équipe des Lyonnes, collectif qui encourage les femmes à prendre toute leur place dans l'espace public, fondatrice du Lab des idées publiques, spécialiste des politiques publiques et des médias. Merci d'être là. Et puis enfin, tout au bout, on a avec nous Joël Chalvet, qui est, on pourrait dire, serial entrepreneur, ça vous va comme étiquette, président de plusieurs sociétés, notamment dans l'immobilier, qui nous dira qu'on ne peut pas faire de business sans intuition, justement, mais ça, on va y revenir. Et moi, donc, Sacha m'a présenté et je suis très content de passer ce moment avec vous. Alors, on va commencer avec une question basique. Hein, Pierre-Marie, je disais l'intuition, chacun a un peu sa définition. Vous êtes spécialiste du cerveau, des neurosciences. Est-ce qu'il y a un endroit dans le cerveau ou quelque part dans le corps où se cache, où se niche cette intuition ? Alors, comme j'ai 2 heures pour vous entretenir, je vais profiter de... projeter quelques scans. Oui, Non, mais pour faire court, en fait, l'intuition n'est pas géolocalisable. En fait, il n'y a pas de lieu dans l'esprit où on peut dire, tiens, l'intuition se niche à tel endroit et pas à tel autre. L'intuition est cette belle synthèse que parfois notre cerveau est capable de faire entre le corps et l'esprit. Et c'est pas juste un jeu de manche, c'est simplement de vous dire que la grande révolution des sciences aujourd'hui du cerveau, que je représente un tout petit peu avec vous ce soir, c'est de montrer que cette révolution, elle a lieu dans le sens où elle est en train de chercher à comprendre le cerveau en dehors de la boîte crânienne. Pendant 30 ans, on a cherché à fouiller sous la boîte crânienne comment on pouvait trouver ou sous-nicher l'engagement, la motivation, la fidélité, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, on n'a pas compris grand-chose sur le fonctionnement du cerveau tant qu'on regarde ce cerveau comme un organe isolé, mais dès lors qu'on le met en interaction avec le corps, c'est-à-dire qu'il y a des jeux d'influx nerveux qui sortent du cerveau, qui viennent palper nos organes, et en retour, ces organes donnent des signaux à ce cerveau, eh bien, tant qu'on n'est pas trop branché sur les réseaux sociaux et connecté dans une espèce de boulimie, d'infobésité, si on est capable d'introspection, on est aussi capable de mettre en relation ce cerveau avec le corps. Voilà pour dire court. Alors, s'il n'y a pas de localisation précise de l'intuition, je me tourne vers vous, Alexandra. Est-ce que ça veut dire que, à votre avis, pour que ça marche, cette intuition, pour y avoir vraiment recours et faire appel à elle, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même? Alors là, vous commencez fort. Vous pouvez me la refaire, la question ? On ne sait pas où se trouve l'intuition, donc pour la trouver quelque part, il faut bien se connaître soi. Ah oui, c'est sûr, évidemment. Et donc, il faut de l'expérience, il faut de l'expertise. Et surtout, il y a beaucoup de choses qu'on apprend de manière empirique, on va dire. Donc, on se rend compte au fur et à mesure de son expérience professionnelle qu'il y a des choses qui marchent. Moi, je prends souvent l'exemple... Quand j'ai débuté ma carrière, il y avait beaucoup de fois où en réunion, je me disais « Tiens, c'est marrant, moi j'aurais fait plutôt ça comme ça ». Mais je me disais « Je vais surtout pas le dire parce que finalement, je vais prendre le risque d'aller à contre-courant de ce qui se passe. Et finalement, on va me dire « Bah non, n'importe quoi ». Et puis finalement, c'est souvent ce qui se passait. Donc c'est comme ça qu'on apprend à se faire confiance et à écouter son intuition. Elle est indissociable de l'expérience ? Moi, je pense qu'elle est assez indissociable de l'expérience, ouais. C'est pas inné, l'intuition? Alors, je sais pas. Moi, j'ai pas fait du coup de doctorat sur le sujet de l'intuition. En tous les cas, de mon expérience à moi, je l'ai expérimenté plutôt de manière empirique. Après, si vous voulez aller dans le cliché de les femmes ont de l'intuition, parce qu'on parle d'intuition féminine, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Non, je crois pas du tout. Je pense que ça dépend des gens, et je pense qu'il y a des gens qui ont de l'intuition et des gens qui en ont absolument pas. Sarah, on fait un petit tour rapide, comme ça tout le monde a la parole. Je me tourne de votre côté. Pour vous, l'intuition, ça marche quand on a d'abord donc appris à se connaître, on le disait, mais c'est aussi quelque chose d'un peu irrationnel qui peut quand même déboucher sur des choses très pragmatiques et concrètes, c'est ça ?
Carrément. Très bien. Alors, non, pardon. En fait, pour moi, déjà, l'intuition, c'est une force intérieure qui nous permet d'être connectés avec l'univers. Et en fait, il faut imaginer peut-être notre corps. Notre corps, c'est de l'eau, c'est des matériaux qui sont en permanence en connexion avec l'environnement. Et en fait, la résonance de notre organisme avec cet environnement va nous donner en fait de l'intuition. Alors cette intuition, elle est pour moi, elle est un peu déconnectée elle n'est pas vraiment déconnectée du cerveau, mais en tout cas, elle est séparée, comme l'a mieux dit Pierre-Marie Lédo. C'est que le cerveau, il a une partie très rationnelle. L'intuition, elle se vit dans le cœur. Et quand on a de l'intuition, ça peut déboucher sur du rationnel et du concret naturellement. Parce que l'intuition, c'est pas que de vivre avec les petits oiseaux, et au contraire. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir peut-être une troisième voie. Face à une situation, il y a une première voie qui est moi, je vois la situation, et il y a l'autre qui voit la situation. Et finalement, cette troisième voie, c'est peut-être cette intuition qui fait qu'on voit la situation de manière complètement irrationnelle, mais qui va avoir une répercussion au niveau concret. Donc je dirais peut-être que l'intuition, c'est ce qui fait de toutes les décisions la meilleure décision. Christophe, vous dites, ça rejoint ce que dit Sarah à l'instant, qu'il faut à la fois, quand on parle d'intuition, être à l'écoute de son corps, de sa tête et de son cœur, c'est ça ? C'est ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu noter. Alors, je me suis posé beaucoup la question au moment où je fais cette conférence, me disant, est-ce que je me suis servi de mon intuition ? Est-ce que je m'en suis pas servi ? Quand je prends mon parcours professionnel, j'ai tendance à dire que je ne me suis servi que de ça. Tout le temps, toutes les décisions que j'ai prises, c'est parce qu'à un moment, je sais pas, je pense à Jiminy Cricket, pour ceux qui connaissent le dessin animé, mais qui me disait, faut faire ça. Voilà, donc je l'ai guidé, parfois avec succès, souvent avec succès, puis parfois avec des échecs, c'est comme ça. Donc on a des fois des bonnes, des mauvaises intuitions. Moi, je suis comme Sarah, je pense que c'est, contrairement à ce que disait Alexandra, je pense que tout le monde en a. Le tout, c'est de le travailler, de se faire confiance et de se dire, si mon corps ressent ça, c'est que c'est quelque chose d'important, il faut que je le fasse. Et comme en plus je suis un peu têtu, ça complète le tableau. Vous nous raconterez quelques cas précis où vous avez eu affaire et eu recours à votre intuition. J'en ai même dans la salle. Donc. Joël, je me tourne vers vous maintenant. Pour vous, l'intuition, est-ce qu'on pourrait dire que c'est synonyme de sens des affaires ? Est-ce que quand on dit de quelqu'un qu'il a le sens des affaires, c'est nécessairement qu'il a de l'intuition, qu'il sent les choses, qu'il a du flair, comme on dit ? Non, je pense que l'intuition, vient après la réflexion. C'est-à-dire que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que l'expérience personnelle, permet d'assumer l'intuition. Et donc, quand on fait une analyse d'entreprise, on commence par le côté pragmatique de l'entreprise. On commence par le business model, par une analyse du marché, par tout ce qui fait l'entreprise. Et je crois que l'intuition rassure le dirigeant principal. Parce que l'intuition, à un moment donné, quand on est sur des grosses prises de risques, on a besoin de se dire « je le sens bien quand même ». Parce que là, je suis en train d'endetter ma famille pour plusieurs générations et il faudrait qu'à un moment, j'ai raison. Et la bonne intuition, on s'en souvient toujours. La mauvaise intuition, on l'a oubliée. Et finalement, je pense que cette intuition, elle est faite pour rassurer. Moi, je me rassure beaucoup en disant quand même, j'ai une bonne intuition à cet endroit-là. La prise de risque est très importante. Le marché n'est pas aussi porteur que ce qu'on pouvait l'imaginer. La machine n'est pas aussi belle que ce qu'on avait pu anticiper. Mais finalement, mon intuition me rassure et me permet de dormir plus de 3 heures par nuit. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'on a tendance à refaire ce qu'on a déjà fait si on se base uniquement sur l'expérience, sur ce qui a marché, et si on écoute son intuition pour les choses qui ont fonctionné ? Alors, c'est bien à cet endroit-là que je m'en sers le plus, parce que moi, ma manière de faire du business,
c'est de d'abord chercher la personne que je vais installer dans ce business-là, puisque j'ai des entreprises qui sont très disparates dans des univers très différents, l'agroalimentaire, l'immobilier, vous en avez parlé, le bien-être, on en parlait tout à l'heure. Et donc, je ne sais pas tout faire, malheureusement. Et quand je réfléchis à l'entreprise, je réfléchis d'abord à la personne que je vais mettre dedans, à la personne qui ne va penser qu'à ça. Et pour le coup, là, mon intuition est un vrai conseil. Parce que autant l'intuition sur un business, bon, mais l'intuition sur les gens, 2 CV identiques, 2 parcours très proches, et puis finalement, il y a une rencontre. Et quand on sort de cette rencontre, de cet entretien, d'un premier, d'un deuxième entretien, finalement, on a quand même un feeling qu'on peut appeler une intuition, mais en tout cas, on se dit, ce gars-là ou cette fille-là, j'ai envie de lui confier les clés. Et là, l'intuition vous rassure, parce que quand vous donnez les clés du camion, moi j'ai acheté des groupes dans lesquels je risquais beaucoup, et je n'ai jamais eu les clés, les codes d'alarme, le code du coffre, je n'ai pas eu. J'ai donné les clés à quelqu'un en disant, mon intuition me permet de penser que cette personne-là va conduire le véhicule jusqu'au bout. Alors là, Alexandra, on n'est pas dans le rationnel et dans l'expérience. C'est plutôt de l'ordre de l'instinct, ce genre de décision sur un recrutement, sur une personne, sur quelque chose qu'on sent ou ne sent pas, non ? C'est un peu un mélange, c'est-à-dire que l'expérience rentre quand même en ligne de compte. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, moi je partage l'avis sur les recrutements. C'est vrai qu'au début, on essaie de faire les choses by the book, comme on nous a appris, et puis on se rend compte que ça marche plus ou moins bien, des fois d'ailleurs plutôt moins que plus. Et puis finalement, on apprend à se faire confiance avec l'expérience et on apprend à s'écouter en fait. Et à écouter les petits, ou Gemini Cricket ou les petites alarmes internes qui disent « Ouh là là, ça sent pas bon là ». Ça correspond pas, ça va pas le faire. Et sur des profils similaires, on se dit qu'il y a quelqu'un qui a l'air de cocher toutes les cases, mais finalement, parce que on a un projet particulier, parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans les valeurs qu'on essaie de porter. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses. L'équipe dans laquelle la personne va venir s'intégrer. Donc c'est pas que des choses rationnelles. Moi, je pense que l'expérience joue énormément. En revanche, ce qui est assez singulier, c'est toujours rigolo, c'est de voir les perceptions différentes qu'on a. Si vous interrogez sur une réunion où on parle d'un sujet important avec des enjeux stratégiques, etc., quand vous reprenez les gens en B2B après la réunion, il y a 10 personnes, il n'y en a pas une qui a la même lecture de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit, voire de la nature de la décision qu'on a prise. Donc c'est quand même assez étonnant. Donc d'où l'importance quand même de prendre le temps de répéter, de vérifier que tout le monde est embarqué de la même manière, parce que précisément, on n'a pas la même lecture et on n'a pas la même intuition des moments ou des enjeux ou des choses un peu dramatiques qui peuvent se passer parfois. On ne capte pas forcément les mêmes choses, mais vous le disiez, ce qui est important aussi, c'est de s'écouter. Comment est-ce qu'on apprend à s'écouter ? En tous les cas, moi, si je me base sur mon expérience, j'ai appris à m'écouter à force de me dire que, tiens, finalement, j'aurais peut-être dû dire ça en réunion, ou j'aurais peut-être dû suivre mon idée initiale parce que c'était la meilleure. Et bon, on se dit ça 10 fois, et la 11e, on se dit, bon, je vais tenter mon truc, et puis on verra bien. Et puis finalement, on tente, et ça marche. Donc après, chacun a peut-être sa méthode, mais en tous les cas, moi, je l'ai éprouvé de cette manière-là. Sarah, peut-être même question de votre côté. Comment est-ce qu'on apprend à s'écouter et à écouter cette voix de l'intuition ? On fait des tests. On se teste. Déjà, la première chose pour moi, c'est poser la question. Déjà, partir du principe que, et si l'intuition, ça existait, et du coup, se poser la question. Alors après, peut-être que les questions se différencient en fonction des individus. Pour moi, c'est, est-ce que c'est juste pour moi de faire ça ou pas ? Est-ce que c'est juste ? Ça, c'est ma question. Et ensuite, il y a pour moi une distinction de ressenti entre ce qui est cérébral, dans la tête rationnelle, et comment le corps vibre. Et les sensations, elles peuvent être, à mon avis, différentes pour chacun. Ça peut être des flashs, ça peut être des flashs visuels, des flashs physiques, des sensations, des chaleurs, un battement de cœur, etc. Mais ça peut être aussi, moi personnellement, c'est comme si le corps, il vibre en entier, en fait. Et pour ça, ça demande de l'attention à soi, mais aussi du temps. Parce que pour moi, l'intuition, elle est
hors du temps et de l'espace. Donc les informations qu'on va recevoir, elles n'ont pas forcément de temps. Et en même temps, ça demande aussi de faire du vide. Et nous, dans nos sociétés actuelles, on prend pas souvent le temps. Et en plus, dans l'entreprise où on est tout le temps pris par nos activités, mais aussi tout ce que j'appelle des sollicitations extérieures, tout ce qui est connectivité, tout ce qui est information, etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est un vrai luxe de prendre le temps et de faire le vide. Mais faire le vide, c'est pas forcément aller faire autre chose, méditer, etc. C'est vraiment être à soi. Peut-être d'inviter aussi, ça peut être aussi peut-être d'inviter le vide avec soi. Et pour moi, le meilleur moment peut-être de l'intuition, en tout cas où je reçois des informations, c'est le matin. Donc l'idée, c'est le soir, finalement, en me couchant, des fois, je me pose plein de questions parce qu'avant de dormir, il y a toute la partie. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau vraiment dans les cellules, mais en tout cas, moi, je ressens que j'ai besoin de ce temps de laisser décanter un peu tout ce qui s'est passé dans la journée, peut-être poser des questions. Je ne sais pas ce qui se passe la nuit. Et de me repréciser la question au moment du réveil, où on est dans cet état où juste quand on se réveille, sans réveil, hein, parce quand on se réveille avec le réveil, c'est un peu plus compliqué, mais quand on se réveille sans réveil, cet état où on est un peu entre deux, je pense que c'est là où on peut avoir le plus d'informations, mais encore une fois, je pense qu'on est tous différents vis-à-vis des sensations peut-être qu'on pourrait avoir. Alors, je ne sais pas si j'ai suffisamment expliqué, mais en tout cas, voilà, je vous parle de mon expérience. Mais je pense qu'il y a vraiment, quand Alexandra parlait d'expérience, il y a vraiment à tester. C'est-à-dire, pourquoi on ne le testerait pas quelqu'un qui n'est pas du tout convaincu? On peut peut-être le tester sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément ou dont on a la réponse. Tiens, si je me pose la question sur un sujet dont on a la réponse, qu'est-ce qui se passe en moi? Et puis après, au fur et à mesure, je ne sais pas, peut-être qu'on va muscler le cerveau pour essayer d'être un peu plus à soi, à l'intuition. Mais il y a vraiment cette notion de vide et de plein, et puis peut-être de détente active et pas passive, parce qu'on peut se détendre à faire d'autres choses. Mais vraiment, la détente active, ça me fait penser à ce que Spinoza appelle la joie active, la joie passive. Donc quand on est joyeux soi-même, ou alors quand on a de la joie parce qu'on fait une activité ou qu'on a un événement qui nous met en joie. Pour moi, la détente active, c'est aussi ça, c'est être vraiment détente à soi, alors que la détente passive, on peut être détendu parce qu'on va méditer, parce qu'on va faire une activité qui nous plaît, quoi. Voilà. Pierre-Marie, on a l'impression qu'il y a une sorte dans ce que vous décriviez, entre cet aller-retour ou ce dialogue entre le cerveau et le corps, qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la perception de ce qui nous entoure et de l'écoute de soi. Est-ce qu'on peut décrire l'intuition comme ce dialogue finalement entre l'intérieur et l'extérieur ? Oui, tout à fait. L'intuition est une belle synthèse que sait faire notre cerveau en convoquant un passé inconscient. Et on parlait d'expérience, donc c'est ce fameux passé inconscient que je bouscule dans le présent conscient, donc c'est déjà échapper au temps, pouvoir faire qu'il y ait des collisions. C'est une sensorialité aussi que l'on va convoquer. Il n'y a pas d'intuition s'il n'y a pas d'émotion, donc ce sont les émotions qui vont être convoquées, non pas la raison, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de raison sans émotion, les deux sont liés, et donc cette émotion va être la lecture de ce que l'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire que je vais vivre des événements qu'on pourrait qualifier de signaux faibles. Regardez la pupille, quand j'avais quelques heures d'existence de ma vie, j'étais allaité et j'ai vu une pupille devant moi dilatée, et j'ai associé avec du lait qui coulait dans la gorge. Et puis, 2-3 ans, j'ai joué avec les cousins, les cousines dans la chambre, et on se partageait les jouets, tout allait bien. À 15 ans, j'ai fait mes déclarations d'amour, et j'ai vu en face la pupille se dilater. Et à 50 ans, je serre la main de quelqu'un, et je dis à mon staff, ce gars-là, je le sens bien.
En fait, je le sens bien, c'est-à-dire que je convoque ce passé inconscient, c'est-à-dire ces signaux faibles, notamment j'ai pris la pupille comme étant ici la variation que l'on a vue dans des contextes complètement différents, et je vais faire du big data, je vais écraser tout ça, et ça va s'annuler, sauf les signaux faibles qui se sont répétés, et la pupille dilatée, ça a toujours été associé à la confiance. Et je pourrais prendre l'exemple inverse. Le jour où j'ai commencé à mordre le mamelon de ma mère, elle n'a pas aimé, je m'en rappelle, ça m'a fait mal. J'avais plus de lait. Quand on a, avec des cousins, on s'est disputé une peluche et qu'on l'a déchirée, eh bien la pupille s'est refermée. Le moment de rupture amoureuse, la pupille s'est refermée. Et 50 ans plus tard, j'ai dit, ce gars-là, je ne le sens pas. Eh bien, c'est de nouveau la convocation de ce passé qui s'est accumulé au travers de ces émotions faibles et ces invariants qui se sont reproduits. Donc voilà, l'intuition. Est-ce qu'on peut dire que l'intuition, c'est un faussaire rationnel qui se cache derrière des apparences irrationnelles? J'aime beaucoup cette phrase. Ah oui, je vais donner. Faudra la prendre en exergue de ce verbatim. Non, moi, j'appelle ça les statistiques de l'INSEE, en fait. Mon corps va conserver les statistiques de l'INSEE et va puiser sur ce big data qui est l'expérience. Donc, en gros, il n'y a pas d'intuition s'il n'y a pas d'expérience. Un enfant qui vous dit à 10 ans, moi, c'est l'intuition, on lui dit bullshit. Ta puissance d'expérience et d'accumulation des signaux faibles n'est pas assez grande. Donc voilà, l'intuition n'est pas à confondre avec la première impression. Quand je me réveille, parce que je me suis endormi sur le sable, et que je vois le soleil au-dessus de la ligne d'horizon se lever, ça c'est une première impression, mais le soleil ne se lève pas. Je réfléchis un peu et je me rappelle que je suis sur un caillou qui tourne, le soleil est un point fixe. D'accord? Donc la première impression est fausse, par contre l'intuition que je vais passer une bonne journée est certainement vraie. Vous voyez? Donc ne confondons pas première impression et intuition. Et ne confondons pas non plus l'intuition avec l'instinct, donc. Alors, bien sûr que l'instinct, là, c'est la possibilité de convoquer un répertoire comportemental qui est sur le temps réel. Donc, la possibilité face à une question, d'apporter une réponse. Mais là-dessus, les animaux sont meilleurs que nous. Et donc, l'intelligence humaine se nourrit de son expérience et donc se démarque de l'intelligence artificielle par ses possibilités d'intuition, par ses possibilités aussi de bloquer les premières impressions. Et l'instinct est un autre répertoire qu'on va plutôt convoquer dans des situations de danger. Joël, vous dites quelque chose qui rejoint un peu ce que vient d'expliquer Pierre-Marie. Vous dites que pour faire du business, il faut sentir une anomalie d'un marché. C'est un peu aller voir le truc qui colle pas dans le tableau général, le grain de poussière qui crée une alerte en vous. Mais ça se base, comme le dit Pierre-Marie, sur finalement de l'expérience, ce qu'on connaît déjà des choses, pour être capable d'aller identifier ce petit grain de poussière. J'aime beaucoup l'image des big data. Je pense que l'intuition est bien plus animale que cérébrale. On a effectivement tout ce que vous avez parfaitement décrit, l'expérience, le cumul de la notion de tout ce que nous avons vécu et peut-être avant nous. Je pense que dans l'intuition, comme dans l'instinct, il y a des choses qui nous viennent du cerveau du lézard. Je suis pas du tout scientifique, mais j'ai vérifié ça pendant le Covid. Je me rendais compte que quand on faisait les entretiens à travers une machine, on n'avait pas du tout les mêmes ressentis. Et donc je pense qu'il y a effectivement, je vous rejoins complètement, quelque chose de très animal dans ces sentiments-là, dans ces sentiments qui nous rassurent ou qui nous affolent. C'est beaucoup plus facile à percevoir quand on est en front physique. Je reviens, pardon, la question, c'était... La capacité de détecter une anomalie. Alors, l'anomalie du marché, l'intuition joue à cet endroit-là, parce que quand on regarde un marché, quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on a besoin de se positionner, moi, je fais des tris par exception. C'est-à-dire que comme un professeur cherche en vérifiant les constantes et en descendant jusqu'à poser un diagnostic. Moi, je fais la même chose sur
le marché, sur l'environnement de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on vous fait visiter une entreprise, évidemment, vous pouvez voir tout ce qui va bien. Et voilà, c'est un peu la vérité si je mens. Et il faut bien penser d'ouvrir la porte où il ne se passe rien. Et donc, le tri par exception dans le marché, ben, ça peut être beaucoup de choses. Mais par exemple, dans ma dernière expérience de l'immobilier, je voyais tout le monde partir dans le tertiaire. Les bureaux se louaient très très fort. C'était un Eldorado, tout le monde était là. Et mon intuition peut-être et mon expérience cumulée ont fait que je suis parti complètement à l'opposé en disant tous les appartements, les beaux appartements haussmanniens de tous les centres-villes ne vont plus être l'idéal de vie. Et donc les gens vont avoir besoin de reprendre contact avec la campagne, etc. Et donc moi je me suis lancé dans la vente, on va dire, à la découpe, c'est-à-dire que j'achète des grands appartements que je découpe pour en faire des plus petits logements adaptés aux gens qui veulent revenir en ville, comme les étudiants, comme les personnes âgées, etc. Et ça, c'est à la fois cette vision dont je parle, qui est je cherche une anomalie dans le marché. C'est pas normal qu'un appartement haussmannien soit aussi cher qu'une maison avec une piscine à Dardilly ou à Limonest. Je parle aux Lyonnais, désolé par les Parisiens, mais c'est la même chose pour Saint-Germain-des-Prés. C'est pas normal. Il y a un dysfonctionnement du marché. Et donc, je me positionne, et là, j'ai un peu de chance, c'est peut-être mon intuition qui m'amène là. Le Covid passe par là. Et plus personne ne veut vivre en centre-ville dans des appartements haussmanniens sans balcon. Désolé pour ceux qui y vivent, mais vos biens viennent de baisser très très fort. Et c'est l'expérience plus l'impulsion, plus l'intuition. L'intuition, merci. C'est ça qui vous permet d'avoir un coup d'avance. Ou un coup de retard, parce que je l'ai dit en préambule, on ne se souvient que des bons coups, comme au poker. On se souvient pas et tout le monde, et si quelqu'un ici n'en a jamais eu, qu'il lève la main. Alexandra, est-ce que de la même façon, pour imaginer un nouveau business, des marchés, créer, lancer quelque chose, vous cherchez l'anomalie ou est-ce que vous cherchez le pas de côté, quelque chose que les autres n'ont pas fait? Est-ce que votre intuition peut vous servir à ça, à aller là où les autres ne sont pas allés? Moi, clairement, je choisirais le pas de côté, évidemment. J'ai toujours fait comme ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé l'équipe des Lyonnes. C'est vraiment en écoutant mon intuition et en me disant que j'allais m'intéresser à quelque chose qui probablement n'intéressait personne, mais qui peut-être avait une chance de résonner, parce qu'il me semblait qu'il y avait rien qui existait sur ce créneau. Et vous, quelle est la petite anomalie? Quel est le truc qui a allumé tout d'un coup votre intérêt, votre intuition? L'anomalie qui a allumé ça, c'est le 8 mars 2021, en rentrant chez moi. J'allume la télé et là, je vois qu'un groupe de femmes dites féministes a érigé un clitoris gonflable géant au Trocadéro pour répondre au symbole phallique de la Tour Eiffel. Parce que tout le monde l'a. Et là, moi, je me suis dit, on a craqué. Complet. Si le féminisme en 2021, ça incarne... Enfin, il n'y a plus que ça comme combat. J'ai un peu honte pour ma mère et ma grand-mère, donc je me dis, bah tiens, il s'est passé quelque chose, quoi, entre Gisèle Halimi et le clitoris gonflable géant. Donc voilà, et là je me dis, bah tiens, voilà, j'écoute mon petit Jiminy Cricket, et je me dis, tiens, c'est étonnant, en tout cas, moi je trouve qu'on on vit pas dans le même monde, en tout cas, on vit pas en France en 2021 sous le joug du patriarcat qui nous empêcherait de prendre la parole comme ce soir. Et donc je me dis, bah tiens, je vais créer quelque chose et je vais créer un groupe sur LinkedIn. Et donc je mets vraiment par itération en me disant peut-être que ça intéressera personne, mais j'avais un peu l'intuition que ça pouvait répondre à quelque chose. Et effectivement, j'ai eu une réponse beaucoup plus grande que celle que j'imaginais. Mais pour rebondir à ce que tu disais, Joël, c'était le côté, je pense que l'intuition, elle s'allie aussi à l'intelligence émotionnelle et à l'intelligence du moment. Si je prends l'exemple du Covid, pour avoir été dans des situations de crise. Moi, je travaille dans le secteur public pendant 25 ans, donc aux côtés des décideurs publics. Donc, je me suis retrouvée dans des situations où il a fallu prendre des décisions à un moment où tout le monde s'était pris le mur du Covid
personne n'a écouté les signaux faibles qui nous disaient bien que visiblement le monde entier est en train de fermer. Mais nous, non, on continuait. Et puis un jour, on s'est pris la porte. Et effectivement, les décideurs publics, on avait tous une façon différente de réagir. Je me suis retrouvée par un enchevêtrement de décisions. Je me suis retrouvée être au bord de tous les présidents de régions de France qui devaient prendre des décisions. Et clairement, certains étaient guidés par l'intuition, en se disant, voilà, effectivement, il faut être dans l'action, il faut réagir, il faut proposer des choses. Et d'autres étaient dans l'incapacité de réagir. C'est-à-dire qu'ils n'avaient ni instinct ni intuition. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc, ils étaient plutôt dans la crise d'hystérie. Mais heureusement, il y avait des décideurs pour penser à des choses. Et d'ailleurs, beaucoup de chefs d'entreprise qui, d'eux-mêmes, se sont dit, tiens, il faut peut-être réagir comme ça. Et au moins, l'intuition finalement fait que, je rebondis sur ce que Sarah disait, mais finalement, on est dans l'action, on essaye des choses, on teste des choses. Voilà, c'est peut-être ça la particularité. Il ne faut donc pas avoir peur de se tromper. Ah non, on ne peut pas avoir peur de se tromper, sinon on ne vit pas de toute façon. Là, on en revient au sujet de la confiance. Est-ce que l'intuition est indissociable pour vous de la confiance ? En tout cas, c'est vrai qu'il faut apprendre à se faire confiance. Ça, c'est une certitude. Et c'est peut-être, ça prend plus ou moins de temps selon les gens. Mais effectivement, il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut s'écouter, il faut apprendre à se faire confiance. Peut-être que finalement, on finit par le faire en réaction de ceux qui font tout pour que vous n'ayez pas confiance en vous, ou tous ceux qui vous expliquent que vous n'êtes pas bon, que vous ne prenez pas les bonnes décisions, que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de gens qui vous expliquent ce que vous ne savez pas, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est souvent ceux qui font rien, qui vous expliquent que c'est pas bien ou que c'est nul, ton idée elle est pourrie, ça marchera jamais. Alors écoute, regarde-moi bien, je vais le faire. Et puis finalement, c'est vrai que quand on fait, on a quand même plus de chances de réussir que quand on ne fait pas. Donc je pense que oui, c'est un petit peu lié. Christophe, pour vous, est-ce que vous nous disiez que vous étiez plutôt intuitif et que vous aviez ce fonctionnement? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a confiance en lui naturellement? Est-ce que vous l'avez travaillé? Et est-ce que vous avez senti que les deux se sont développés éventuellement en même temps, votre confiance et votre intuition? Je dirais que ma confiance a développé mon intuition, oui. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais absolument pas confiance en moi, mais comme beaucoup de jeunes, je pense, parce qu'on n'a pas cette expérience. Et puis, je pense que quand on prend des décisions à l'intuition, si elles sont bonnes, on se dit qu'on a une bonne intuition, donc on avance un peu plus dans ce cheminement-là. Moi, je crois beaucoup à l'homme, même si c'est difficile aujourd'hui. Néanmoins, je pense, je suis un peu comme Joël le disait tout à l'heure, des projets, on en a tous, on se couche le soir, on se dit tiens, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée, peu importe. Moi, je pense que pour que ça soit une bonne idée, il faut avoir la bonne personne. Et quand moi j'ai réfléchi à prendre des collaborateurs, j'en ai certains qui sont dans la salle, je les remercie, et qui ont commencé leur carrière avec moi, et puis aujourd'hui je les vois évoluer, et donc je me dis que oui, voilà, c'était une bonne intuition. Je sais pas, moi je suis un peu aussi comme ça, je sais pas, il y a quelque chose qui vibre avec les gens, qui fait que je me dis tiens, c'est la bonne. Voilà. Quels sont les signaux faibles qui comptent pour vous? Est-ce que vous en avez conscience? Je sais pas, parce que encore une fois, l'intuition, c'est difficile à matérialiser, comme le disait Pierre-Marie. C'est pas un organe, c'est pas un morceau du cerveau. Donc on a toujours à se demander. Moi, je me demande toujours si c'est une bonne, une mauvaise, pourquoi elle me vient comme ça, comme le disait aussi Alexandra, en fonction aussi, je pense, de sa situation personnelle, de la saison, de je ne sais quoi encore, de tout ce qui nous construit, qui fait de nous une personne différente des autres, et qui fait que on prend cette décision. Ce qui est drôle, par contre, et j'ai pu le constater, c'est que de temps en temps, des personnes avec qui on avait une intuition que ça se passait bien, et avec qui on discute, et avec qui j'échange sur une personne qu'on va recruter, souvent on a la même intuition. Donc il y a forcément un lien, je me dis quoi. Et l'expérience fait qu'on la cultive, parce qu'avec l'âge, on se fait un petit peu plus confiance, je crois. Ça peut venir aussi du cadre, notamment du cadre de travail, du cadre qui est posé. Pour que l'influence fonctionne, il faut un cadre a priori propice. Vous dites aussi qu'il faut être, par exemple, et notamment en accord avec ses valeurs. Complètement. Voilà, moi, je le dis plus aisément qu'il y a quelques années, je suis rentré dans un métier qui n'était pas reconnu. Parce que quand on est petit, on rêve pas de rentrer et de faire du nettoyage. Même pour la petite anecdote, mes parents me disaient toujours que si je ne travaillais pas, je finirais balayeur.
Et ben voilà, j'ai pas travaillé. C'est comme ça. Mais j'en suis très fier parce qu'on fait un beau métier qui est très utile. Donc, ouais, je n'arrive pas à le matérialiser vraiment, mais oui, il y a toujours ces petits signaux physiques, j'ai envie de dire, je sais pas, une petite étincelle, je sais pas, quelque chose qui vibre au fond de moi et qui fait que ça déclenche le oui ou le non, hein, parce que une mauvaise intuition aussi, on peut en avoir, on a le droit et c'est même bien, et comme ça on se trompe pas. Maintenant, avec l'expérience quand même, je dois reconnaître que j'ai pas toujours eu la bonne intuition. Mais c'est comme ça. Mais est-ce que pour développer la confiance, il faut aussi une culture de l'échec, par exemple, dans l'entreprise, qui permette d'oser, de faire en sorte qu'on se lance et qu'on s'autorise à écouter son intuition? Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas d'échec. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Donc voilà, ça s'arrête là. Moi, il n'y a pas d'échec. Comme le disait aussi Alexandra Joël, de toute façon, il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'ont pas d'échec. Et pour se construire, il faut des échecs, parce que ça nous permet de rebondir. Et j'aurais tendance à dire que moi, je ne juge pas les gens aux échecs, mais au nombre de fois où ils se relèvent. C'est le plus important. Est-ce qu'écouter son intuition, ça veut dire aussi accepter un certain lâcher-prise? On en parlait. Est-ce que pour vous, c'est synonyme? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière. Ça dépend ce qu'on met derrière lâcher prise. Accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser. Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est parce que je pense aussi qu'il y a des signes qui nous sont envoyés par l'univers. Enfin, moi, je les exprime un peu comme ça. C'est-à-dire que quand à un moment, on a l'intuition de ne pas aller sur cette voie-là, si on a toujours une petite voix qui nous dit peut-être, vas-y, n'y va pas sur cette voie. Et puis, en fait, mentalement, on dit, bah si, tout est bien, tout est au vert, si, il faut y aller, c'est ce que j'ai décidé, etc. Et en fait, il y a des signes de l'univers qui apparaissent, mais faut... Ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur les signaux faibles, c'est de les entendre, c'est de les écouter. Peut-être qu'on ne les voit pas. Et il faut qu'on soit, être à l'écoute de ces signaux qui apparaissent et qui viennent nous montrer peut-être un retard, un événement qui fait que peut-être que c'est des petits signaux qui nous font dire que peut-être qu'on n'est pas sur la bonne voie. Est-ce qu'il faut aussi un peu d'humilité alors? Alors carrément. Humilité, confiance et doute, je pense que c'est vraiment ça. L'humilité, c'est aussi... c'est peut-être aussi d'avoir une lecture de qui nous sommes au sein de l'univers dans lequel nous vivons. Parce que si on n'a qu'une lecture autour de nous, c'est pas la même... Auto-centré sur nous, voilà, les humains, on a confiance en nous, voilà, on est là et on est présent et c'est super. Et quand on a une lecture de qui nous sommes au sein de l'univers, avec tous les humains et tous ceux qui nous ont précédés, et quand Joël parlait de précédents, je pensais aussi aux virus, aux micro-organismes qui sont apparus avant nous, qu'aujourd'hui on héberge dans notre organisme et qui ont probablement aussi un rôle dans comment est-ce qu'on vibre avec ça. Donc cette humilité, c'est aussi de dire qui nous sommes nous et est-ce qu'on se contrôle vraiment ou est-ce qu'il y a d'autres influences organiques et peut-être autour de nous qui nous guident et qui nous influencent. Alors on parlait de rencontres amoureuses peut-être aussi, qu'est-ce qui nous fait aller dans cette voie. Donc oui, c'est beaucoup, beaucoup d'humilité. Et quand je fais la place au vide ou au rien, je ne sais pas comment l'appeler, quelque part, c'est de l'humilité parce que je ne vais pas tout gérer, tout maîtriser. Et en même temps, je l'invite et je laisse de la place pour que ces signaux faibles arrivent. Parce que quand vous êtes... quand vous êtes ultra occupé, il n'y a pas de place pour l'impondérable, en fait. Alors que quand on prend du recul et qu'on crée ce lâcher-prise avec cette humilité, c'est d'accepter aussi qu'il peut advenir, quoi qu'il advienne. Et c'est une vraie... Ouais, l'humilité. Et le doute aussi. Et Alexandra parlait du pas de côté.
Je pense aussi que ça, c'est important parce qu'en fonction de là où on voit qu'une partie. Joël aussi l'exprime bien. On voit qu'une partie de la réalité. Quand on voit un objet ou une décision d'un côté ou d'un autre, c'est comme quand on regarde un 6 ou un 9. Le chiffre 6 ou le chiffre 9, quand on le regarde l'un en face de l'autre, si Sacha regarde le chiffre avec moi, on ne va pas voir le même. Mais qui a raison, qui a tort? C'est juste qu'on ne voit pas la même vision et que peut-être on doit faire le tour de cette situation-là. Et ça rejoint aussi ce que disait Joël tout à l'heure sur les expériences. C'est-à-dire face à une décision ou une situation, c'est d'envisager multiples potentialités, y compris celles qu'on n'a pas envie d'imaginer. Et ça, c'est de l'humilité. Et puis après, je sais pas, on parlait des big data. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment, une fois qu'on a étudié toutes les possibilités, on laisse décanter et qu'à un moment, il y a quelque chose qui vient et qui vient nous dire, ouais, c'est ça. Et pourtant, l'humilité, c'est peut-être pas celle qu'on avait imaginée au départ. Bon, on va voir, Joël. Est-ce que quand on fait des affaires, quand on monte une entreprise, quand on fait un business, on peut se permettre d'être humble? Est-ce qu'on n'a pas envie simplement d'être le meilleur et de bouffer tous les autres? C'est bien le danger. C'est bien le danger. Physiquement, je fais la liaison. Physiquement, il faut être en bonne santé, premièrement. Il faut que la machine fonctionne parce que les intuitions, les sentiments, pour que tout ça apparaisse, il faut que la machine fonctionne bien. Ça, c'est essentiel. L'humilité, elle vient vite parce que les portes sont lourdes. Et finalement, imaginer que dans toutes les situations, on va être le meilleur, c'est le contraire de ce que doit être un bon manager. C'est-à-dire que l'une des meilleures manières de bien fonctionner, c'est d'être lucide sur ses compétences et de sous-traiter tout le reste. C'est finalement, mon job, j'étais fabricant de sirop pendant de nombreuses années. Si vous me demandez de vous faire une confiture, je ne suis pas sûr que vous restiez déjeuner à la maison. Donc, ça veut quand même dire que l'entourage, les gens qui sont avec nous, c'est des choses qui ont été usées pendant les années 90-2000, où on faisait du management. Finalement, on s'est tous retrouvés, tous les gens de mon âge, j'étais cadre supérieur à l'époque, on s'est tous retrouvés à crapahuter dans la neige parce qu'il fallait prouver à l'entreprise qu'on participait au projet, etc. On en est tous revenus. C'est pas ça. C'est l'individu qui doit être pris tel qu'il est, amélioré bien sûr par l'entreprise, formé par l'entreprise, écouté, mais l'individu en tant que tel fait l'entreprise. Et le manager, j'en connais encore quelques-uns, puisque j'interviens, je vous l'ai dit, je suis business angel dans certains grands groupes, qui ont grossi avec le manager principal. Et finalement, tous les a priori du manager principal se répercutent dans l'entreprise, et l'entreprise ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus parce que l'entreprise est devenue énorme, je suis parti de zéro, j'ai réussi, donc j'ai jamais tort. Eh bien, c'est le contraire de ce que le manager intelligent ou simplement le manager qui souhaite réussir doit penser. J'ai réussi parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont fait tout ce que je n'ai pas fait correctement. Et c'est ces phrases toutes faites qu'on fait tout le temps, je vais faire l'impossible. Non, faites le nécessaire. Ça suffira. Alexandra, je voyais opiner, vous partagez ce que dit Joël? Oui, je partage surtout le fait que l'intuition ne veut pas dire qu'on a raison sur tout le monde, hein, et surtout que c'est pas une durée indéterminée, c'est-à-dire qu'on peut avoir une intuition à l'instant T, mais c'est sans arrêt réécouter les constantes, vérifier que le cap n'a pas changé, parce que c'est forcément tout ce qui nous entoure. On parlait de signaux faibles, mais c'est aussi on prend une décision à un instant T parce qu'on a l'intuition que ça va marcher, mais on réécoute, on réinterroge, on se repose des questions, et on se dit pas j'ai raison contre tout le monde et je suis mon cap. Non, c'est pas si simple.
surtout pas. Et c'est aussi sentir le bon moment. Ça peut être une intuition, par exemple. Sentir le bon moment, c'est la question du kéros. Est-ce que il va savoir saisir l'instant qui se présente au bon moment. Il y a un moment pour tout. Le train, des fois, il passe qu'une seule fois. Donc, si on le rate, c'est terminé. Et puis, l'autre aspect, je trouve qu'on a beaucoup évolué en termes de management sur le fait d'apprendre à faire confiance à ses collaborateurs. Avant, on était quand même dans des schémas où c'était le chef qui décidait, puis c'est l'option A et tout le monde doit suivre l'option A. Et d'accord, pas d'accord, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que là, sur 10 ans, on a fait une vraie bascule sur ça. Et moi-même, je l'observais en tant que manager, j'ai changé dans ma façon de fonctionner et j'ai vraiment appris à faire confiance à mes collaborateurs et à mieux les écouter et à mieux les laisser aussi s'emparer des sujets, même si des fois, on se dit que c'est peut-être pas dans le bon sens, mais ça va finir par arriver. Christophe, vous disiez que vous aviez appris à vous faire confiance. Est-ce que vous avez, comme vient de le dire Alexandra, appris à faire confiance aux autres aussi, ou est-ce que c'est naturel ? Moi, je pense déjà que pour savoir si on peut avoir confiance en quelqu'un, il faut lui faire confiance, parce que sinon, je vois pas comment on peut faire. Donc ça, c'est la première des choses. Moi, je suis un peu comme... Donc pas forcément le tester avec des choses qu'on sait déjà, comme le disait Sarah. Non, faut se lancer. Et puis, je suis comme Joël. Je dis que j'aurais bien réussi mon travail quand j'aurais plus rien à faire, puisque j'aurais transmis tout ce que je dois faire aux autres. Il faut faire confiance aux gens et cultiver cette confiance, parce que les gens en ont besoin pour avancer. Et si on leur fait confiance, ils nous le rendent bien, je crois. Est-ce que vous diriez que dans les affaires, dans la gestion quotidienne, l'intuition peut relever du pari ? Est-ce que c'est parfois un pari ? Et est-ce que vous avez le souvenir d'un pari que vous ayez pu faire, poussé par votre intuition et qui aurait fonctionné ? Puisqu'on se souvient que de ceux qui fonctionnent. Oui, effectivement. Ça m'arrive de me souvenir de ceux qui ne fonctionnent pas aussi. Oui, ça m'est arrivé dans ma carrière de me dire personne n'a cette intuition. Il n'y a que moi qui l'ai. Donc, je vais pousser très fort pour qu'on y aille. Ça a pu arriver notamment avec un gros client il y a quelques années, où tous les signaux étaient rouges et on me disait faut pas y aller, c'est dangereux, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu têtu, j'y suis quand même allé, et 20 ans après, on a toujours ce client qui est un client très important. Qu'est-ce qui vous a décidé à l'époque ? Encore une fois, je pense que c'est le monsieur que j'avais en face de moi, qui était l'acheteur, le responsable pour donner le marché. Et encore une fois, il s'est passé quelque chose entre nous. Et pour la petite histoire, ce monsieur, parce que la veille, mon groupe m'expliquait que je ne devais pas démarrer cette affaire sans certaines... précaution très importante. On a fait revenir le client à 21h à Annecy, puisque ça se passait en Haute-Savoie. Il neigeait, il y avait 20 cm de neige, il a enlevé ses charentaises et il est venu. J'ai dit avec ce monsieur-là, on ne peut que réussir. Donc, voilà, c'est encore une fois les hommes, quoi. Voilà, l'intuition, moi, elle passe toujours par l'humain, par les gens avec qui je vais travailler, avec qui je vais collaborer, avec qui je vais aller me promener. Enfin, voilà, donc, tout ce qui se passe comme ça. Pierre-Marie, il y a beaucoup de mots qui reviennent autour de l'odorat. On parle de flair pour parler d'une intuition positive. On dit qu'on sent ou qu'on sent pas les choses, ou encore qu'on a eu du pif quand ça a marché. Pourquoi est-ce que le nez, l'odorat revient autant quand on parle d'intuition ? Ça, je m'y attendais pas, celle-là. Mais elle est brillante comme question, puisqu'elle est pile dans le domaine de l'intuition, dans la mesure où l'olfaction, en fait, est le seul canal sensoriel, à pouvoir pénétrer dans le cerveau sans passer par la gare de triage et le conscient. Ça a un lien direct avec les structures affectives et la mémoire. Donc là, je vous refais la Madeleine de Proust. Et cette puissance d'évocation, de souvenirs, comme on a dit que l'expérience allait être le terreau de l'intuition, tout ce qui va pouvoir révoquer en moi, se ramener dans le présent ce passé inconscient, évidemment que je l'ai dans le nez, celui-là je ne peux pas le sentir, montre combien nous pouvons, par le canal olfactif, être guidés à prendre des décisions dans un champ qui n'est pas forcément conscient. Maintenant, je profite quand même du fait que j'ai le micro pour aussi rebondir sur des choses que j'ai entendues et corriger ou apporter quelques nuances. Alexandra et d'autres, je crois, ont dit
que la confiance était importante dans l'intuition. Et ça, je suis absolument d'accord avec cette notion-là, puisque l'intuition, c'est la possibilité qu'a ce cerveau de pouvoir naviguer dans une mer d'incertitude en allant d'îlot de certitude en îlot de certitude. Donc l'intuition est là pour qu'on passe à l'acte et puis on se dit on verra bien. Voilà. Par contre, dire que finalement on apprend à se faire confiance, ça je crois pas. C'est une illusion dans la mesure où la confiance en soi, qui est le tampon qui nous permet d'absorber cette incertitude, ce doute, la confiance en soi est un don que l'on reçoit des autres. C'est-à-dire que la confiance en soi nous vient, bon, il y a les fameuses 1000 premiers jours chez un enfant où on va se gaver, et là, si on a les regards bienveillants des parents, des grands-parents, et puis de tout l'entourage familial, et puis ensuite extra-familial, eh bien, on va partir et avancer dans le monde avec des regards, des mots, des comportements, des intentions qui vont nourrir se disant, bah, finalement, oui, je dois être pas si mauvais que ça. Voilà, on va être dans ce sens-là. Donc la confiance en soi est un don qu'on reçoit des autres. C'est pour ça qu'est devenu maintenant ce terme de relation toxique qu'on n'avait pas vraiment autrefois. Et on découvre aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont leur confiance en soi écornée, mais par les relations, les mots, les gestes qu'ils vont avoir dans leur entourage. Et c'est sûr que pour ces gens-là, on va les sortir de ce milieu toxique et leur dire, bah, va dans la nature et tu vas te ressourcer, retrouver confiance en soi. Quand l'humain n'est plus là pour nous donner confiance en nous, heureusement, il nous reste un deuxième monde qui est celui du monde inanimé, du coucher de soleil et des arbres. Mais n'oublions jamais que 2/3 de notre activité mentale est tournée vers l'autre. Et ce qui nourrit d'abord un humain, c'est avant tout la relation sociale. Vous parliez de l'incertitude, d'un monde de plus en plus incertain qui nous amène à prendre des décisions plus souvent et des décisions nouvelles, innovantes sans doute, de plus en plus innovantes. Est-ce que l'intuition peut aider à innover ou au contraire, est-ce qu'elle nous pousse inconsciemment à reproduire ce qu'on sait déjà, puisqu'elle se base en partie, on l'a dit, sur l'expérience et sur ce qu'on a déjà expérimenté? Alors là, on touche un domaine des neurosciences qui est au cœur, je pense, de la société et peut-être même de ce sujet-là au travers de l'intuition. C'est-à-dire que le cerveau humain est un organe qui nous permet d'agir, c'est évident, basé sur différents formats, mais dans tous les cas, nous sommes un peu singuliers par rapport à d'autres animaux, c'est-à-dire que nous sommes capables pour agir de convoquer le passé, bah, ça c'est l'expérience, c'est la mémoire, de vivre au présent, c'est les émotions, mais en même temps, et ça c'est quand même unique, et c'est le fruit de l'intuition et des managers, et peut-être la raison pour laquelle vous êtes là, c'est aussi la possibilité de nous configurer un futur souhaitable. C'est-à-dire que nous allons, avec notre cerveau, nous projeter de ce que nous aimerions être en 2030. Et donc c'est ça l'idée que je vais pouvoir agir basé sur ces 3 temps, convoquer le passé, vivre le présent, mais également chercher à me configurer un futur souhaitable. Et l'intuition, ce n'est rien d'autre que cette dimension de désir, finalement, je viens de définir ce qu'est le désir, mais qui va s'exprimer avec des degrés d'intensité plus ou moins variables. Et un manager, avant tout, c'est pas quelqu'un qui calcule, qui a une expérience unique ou qui a un QI supérieur à 140, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui va diffuser, et parce que au travers du désir, il y a cette notion de désir mimétique, de contagion du désir. Voilà, l'expression du leadership, du charisme de quelqu'un, c'est sa faculté qu'il a de transmettre le désir. Rappelons-nous que le désir, c'est la simulation mentale de la récompense à venir. Voilà, je ne le consomme pas, ce présent, je me le simule. Et donc, c'est derrière ça, consubstantiellement au désir, c'est l'effort. Ce n'est pas les systèmes de la récompense, ce n'est pas le plaisir. Je ne vais pas motiver les gens par la récompense. Je vais les motiver par le sens que je vais leur donner dans les efforts qu'ils vont produire pour atteindre un objectif. Voilà, l'humain est un animal particulier, il a une boussole, et c'est Sénèque qui nous disait déjà à sa façon. Voilà, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Le propre de l'humain, c'est de se configurer un futur souhaitable. Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit à un moment donné, j'ai dit que le propre du cerveau aussi humain, c'est d'avoir 2/3 de son activité mentale tournée vers l'autre. Et bien là, vous avez la combinaison des deux, c'est-à-dire que l'humain est un animal qui non seulement configure un futur souhaitable, mais ce futur doit être partageable. Ça s'appelle RSE, ça s'appelle écologie, ça s'appelle tous ces
vision utopiste que l'on a en entraînant les autres, pas pour sa pomme. Hein. Vous savez que, moi je fais partie d'un comité à Paris-Saclay où j'ai appris l'année dernière, avec beaucoup de tristesse, que la chaire d'excellence de Total était virée. Et il y a un mois, j'ai appris que la chaire de NC LVMH était aussi virée. Simplement parce que les étudiants ont décidé que ces gens-là ne se souciaient pas d'un bien commun. Alors, c'est discutable ou pas, hein, mais en tout cas, comprenez bien cette notion que derrière l'intuition, c'est la volonté de passer à l'acte. Et ce passage à l'acte, il se fait en embarquant les autres. Est-ce que vous diriez, pour rejoindre ce que dit Pierre-Marie, que finalement, l'intuition, c'est se projeter dans une envie de travailler avec une entreprise, un client, un collaborateur? Est-ce que finalement, ça peut se résumer à ça, à cette envie de travailler avec ou pour quelqu'un? Complètement. Ouais, là, je rejoins, je change pas une virgule de ce qui a été dit. La récompense immédiate, évidemment, elle existe, mais je suis certain que les gens sont embarqués dans un projet parce que reconnaissance, parce que projection d'un avenir meilleur, parce que participation à un projet global. J'étais là, je l'ai fait, et le pendant négatif, on se rend bien compte que des gens qui sont très très bien payés ou qui sont dans des situations extrêmement favorables financièrement se reconnaissent pas dans un projet et quittent le projet ou tombent malades. J'ai rencontré très souvent au long de ma carrière des gens qui avaient des postes incroyables et qui étaient tellement malheureux de l'endroit où ils étaient que finalement ils finissaient par tomber malades. Ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, et des choses qui sont devenues... Mais à l'époque, je suis déjà âgé, les gens qui étaient... qui n'osaient pas dire qu'ils s'étaient mal dans un job que tout le monde leur enviait, tombaient physiquement malades. Alexandra, est-ce que vous diriez, vous, que l'intuition, c'est se voir au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes? Je sais pas, je dirais ça. En tout cas, je pense qu'il y a une dimension de réalisation de soi. Encore une fois, je prends l'exemple de l'équipe des Lyonnes, il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'on embarque à un moment donné le collectif parce qu'on vient collaborer à quelque chose de plus grand que soi, et donc on sort de la dimension personnelle pour... on parle beaucoup de donner du sens, cette enquête de sens, etc. Mais ça, c'est des concepts. Après, il faut que ça se traduise concrètement. Et quand on rentre dans la partie où on a le sentiment qu'on se réalise et qu'on accomplit quelque chose de positif pour soi et pour les autres, je pense que c'est là que l'intuition devient vertueuse et devient possible. Parce que tu disais tout à l'heure, très justement, il ne peut pas y avoir d'intuition si on n'est pas bien, si le corps va pas bien. Ça, je crois profondément qu'effectivement, si d'abord on n'est pas présent dans l'instant, si on n'est pas en capacité d'écoute et des gens qu'on a en face de soi et de ces fameux signaux faibles, et d'être en capacité de faire tout ce tri d'informations et d'aller-retour, du coup, on peut pas engager les autres, on peut pas avancer. Donc effectivement, il faut être il faut être en capacité d'être à l'écoute pour pouvoir ensuite avoir de l'intuition. Même chose pour vous? Oui, je pense, parce que de toute façon, si on ne suit pas ce chemin-là, il n'y aura plus d'intuition, à mon avis. Et puis, encore une fois, les hommes sont, comme on le disait tout à l'heure, avoir une bonne intuition, c'est bien, mais il faut que celui qui est en face de nous ait la même. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt si c'est la propre intuition. Et alors, comment on s'en assure et comment on entraîne les autres? Comment on crée ce sens et ce collectif chez vous, en tout cas? Moi, je crois beaucoup à la bienveillance. Donc, j'essaye d'être bienveillant. Je crois fortement en l'homme, encore une fois. Donc, j'essaye de donner les armes le mieux possible pour que les gens évoluent dans le bon sens. On parlait de se sentir bien dans des postes, effectivement. Il n'y a pas de sous-métier, comme on dit. Et on peut être très bien avec un tout petit poste et très mal avec un très gros poste. Donc moi, mon travail, c'est de faire en sorte que les gens aient toujours la bonne intuition en ce qui me concerne. Est-ce qu'il y a parfois des moments où vous vous méfiez de vos intuitions?
Oui, bah, comme tout le monde, je pense, hein, parce que ça reste une intuition. Donc on peut se dire effectivement, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la mauvaise? Moi, j'aurais tendance à dire que quand l'intuition, elle nous dit que c'est un peu trop mauvais, bah, c'est pas une bonne intuition, tout simplement. Même chose, Alexandra. Est-ce que vous avez plutôt tendance à écouter une intuition qui vous dit ça je le sens ou ça je le sens pas? Les deux, en fait. Mais souvent, souvent j'écoute, j'ai une intuition, je vais écouter ce que les autres me renvoient de l'idée, etc. Souvent, ils me challenge, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas toujours agréable parce que ça secoue un peu, on a le sentiment qu'on n'est pas d'accord. Dans un collectif, c'est toujours un peu compliqué. Mais généralement, j'arrive toujours à faire des pas de côté ou des petits tournants pour revenir quand même à mon intuition. Mais voilà, c'est toujours ce savant mélange entre ne pas se mettre des œillets, ne pas écouter que les biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir, on est entre soi, et donc il y a des gens très bienveillants autour de vous qui vous disent « oui, c'est super, ton idée est géniale ». Et ça, souvent, il faut s'en méfier, parce qu'on sait que souvent nos meilleurs amis sont parfois nos meilleurs ennemis. Mais en même temps, il ne faut pas non plus être dans le catastrophisme, de se dire ah bah tiens, toutes les conditions, voilà, on sait qu'en ce moment, l'immobilier, c'est compliqué. Quand on écoute, c'est la catastrophe. Et puis finalement, quand on voit le parking des assemblées générales des notaires, on se rassure, parce que les voitures sont toujours au rendez-vous. Donc, on n'en est pas encore tout à fait à l'effondrement complet. En tous les cas, pas pour le véhicule personnel. Donc, vous voyez, c'est toujours cette espèce de curseur qu'il faut savoir mettre. Et ça, c'est forcément en se réinterrogeant, en suivant son intuition, mais ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas la science infuse. Donc, il faut sans arrêt essayer de réinterroger sa pratique ou son intuition et l'adapter. Joël, comment on réinterroge justement son intuition quand on est seul finalement à la tête de plusieurs entreprises? Quand c'est soit le patron, est-ce qu'il y a quelqu'un en face pour vous dire non, là je crois que tu n'as pas une bonne idée, ou là tu te plantes, c'est pas la bonne voie? Le danger, c'est pas finalement de trop s'écouter? Si. Le danger, c'est de trop s'écouter. Après, est-ce que à un moment, on n'est pas est-ce qu'on ne confond pas l'intuition, justement, et les analyses froides qui nous font peu ou pas plaisir? Quand on est sur plusieurs sociétés et que finalement, on a tous tendance à aller vers le confort. Si vous avez 8 entreprises qui fonctionnent bien et 2 qui fonctionnent mal, vous allez mettre ça sur le dos d'une mauvaise intuition. Non, peut-être que c'est intrinsèque, peut-être que l'entreprise elle n'est pas viable, peut-être que... Et trop s'écouter, je suis certain que c'est le danger. C'est le danger dans plusieurs domaines. Alors concrètement, vers qui vous vous tournez, vous, en tant que chef d'entreprise, dirigeant, quand vous voulez valider ou non une intuition? Alors, j'essaie de justement, dans mon schéma où j'ai mis un patron dans chacune des entreprises, j'essaie d'avoir son sentiment et les N-1, on va dire. Parce que ça permet quand même d'avoir un sentiment global sur une orientation d'entreprise. Mais la société envoie beaucoup de signaux et il y a aussi des modes de management. C'est à la mode de manager de telle manière, c'est à la mode de s'adresser à ses collaborateurs de telle manière. Et moi, je fais des choses qui ne se font pas, par exemple. Comme quoi? Par exemple, quand je fais un arbre de Noël dans une de mes sociétés, je dis ne venez pas avec vos épouses ou vos maris, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont pas envie de faire ma connaissance et j'ai pas envie de faire la leur. Venez, on est entre nous, on a envie de passer un moment entre salariés du même groupe, on échange toute l'année ensemble et franchement, Madame Michu qui est obligée de s'habiller pour venir voir ton patron, ça lui casse la tête. Si elle veut venir, ça me fait plaisir qu'elle vienne, mais ne l'oblige pas. Et ça, c'est culturellement, aujourd'hui, c'est pas politiquement correct. Mais je me rends compte que quand je fais un arbre de Noël et finalement on est entre nous, dans l'entreprise, on est content parce qu'on passe un moment un peu différent. La comptable a l'occasion de rencontrer le commercial qu'elle ne voit jamais, discuter. Ça, c'est la mode
les modes qui sont lancés je parlais des années 90 où il fallait aller crapahuter dans la neige pour prouver à son patron qu'on était un bon salarié, mais je pourrais parler aujourd'hui de méthodes de management qui sont pas adaptées parce que elles sont à la mode, mais c'est de la merde, ça marche pas. Pardon. Pierre-Marie, Alexandra a prononcé le mot de biais tout à l'heure. Quand on parle de neurosciences, on parle beaucoup de biais. En matière d'intuition, est-ce qu'il y a des biais dont il faut se méfier? Oui. Le premier défi, c'est de ne pas vouloir encenser les intuitions, parce que finalement, on ne va retenir que ceux qui ont marché. Et le reste, on dira, de toute façon, c'était pas moi, c'était l'autre qui avait dit la chose. Donc, la première chose, c'est d'accepter que finalement, une part de nous échappe au domaine conscient. Et deuxième, je dirais, règle d'or, c'est d'accepter qu'il existe des vertus à l'échec. Chose qui est évidemment un vrai problème en France par le mode d'éducation. On ne sait pas, quand un prof fait avancer une classe avec la moyenne 8 sur 20, ce prof est un assassin. Il faut l'envoyer chez Veolia au recyclage. Parce qu'on ne peut pas faire avancer comme ça des individus en stigmatisant et en disant t'es pas bon en maths. Enfin, si t'es pas bon en maths, c'est que le prof est pas bon. Parce qu'il n'y a pas de raison. Les maths, c'est des jeux. Donc, on a un vrai déficit dans l'idée que, évidemment, on confond échec et erreur. L'erreur, c'est un jugement de valeur, mais l'échec, c'est justement l'accès au succès. En sciences, mais en économie, quand on peut se tarir d'un succès, voilà, on a découvert telle thérapie pour soigner demain avec de nouveaux antidépresseurs, mais on ne vous dit pas tous les échecs que l'on a derrière, et c'est pour ça que ça prend 10 ans. Mais justement, plus on avance avec des échecs, plus on comprend mieux l'objectif qu'on va atteindre. Donc c'est ça, cultiver les vertus à l'échec, c'est avoir la possibilité de dessiner un objectif. Et plus vous avancez avec les échecs, plus cet objectif devient précis et moins flou. Le temps passe, donc on va garder un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Juste avant, peut-être un dernier tour de table. Vous nous donniez chacun une fois où votre intuition vous a servi et a été payante, et une fois où malheureusement elle s'est avérée trompeuse. On va commencer au bout et on va revenir par là. Vous avez plus de temps pour y réfléchir. C'est moi qui commence. Bon, je rencontre le groupe Casino et je dois construire pour le groupe Casino une usine pour fabriquer du sirop. Ils me confient la totalité de leur marque distributeur. Donc je rencontre toute l'équipe de Naori à Paris. Et j'ai déjà une usine de sirop qui est au bord de l'autoroute du Sud, là. Et je reconstruis la même uniquement pour lui, 12 millions de litres par an, ça parle à personne, mais c'est beaucoup de choses. Et j'ai peu de temps pour construire cette usine. Donc toutes mes équipes sont dessus. On se rencontre évidemment très souvent, pratiquement chaque semaine dans leur bureau parisien. Et à un moment, j'ai un doute sur la direction générale. Parce que je me rends compte que les N-1 ont peur du CODIR. En fait, ils ne peuvent pas s'approcher du CODIR. Et j'ai cette intuition de dire, attention, je pars, une usine, ça s'amortit en 10-15 ans. Je pars pour 10-15 ans avec un groupe où le N-1 a peur de la direction générale. Et dans la nuit, je prends la décision de ne pas construire cette usine. Merci la vie. Et une fois où vous n'auriez pas dû écouter une intuition? Une fois où j'aurais pas dû écouter une intuition, c'est quand... alors j'en ai eu plusieurs, je vous les résume très rapidement. En 1995, j'ai l'opportunité d'acheter tous les domaines Internet, Coca-Cola, Heineken, etc. Ça vaut 5 000 francs. Je n'y vais pas parce que Internet, ça parle à personne, c'est rien du tout, ça n'intéresse personne. Quelques années plus tard, je suis copain avec le patron de la banque Lazare ici à Lyon, et il me dit, tu devrais jeter un coup d'œil au Bitcoin, c'est un truc qui vaut 20 €, et tu devrais en acheter un peu. J'en achète pas. Il y a quelques mois,
Mon fils qui fait une école d'art Paris me dit, tu sais, je suis en train de monter un club de métaverse et tu devrais t'intéresser à ça. Je dis, fous-moi la paix, je suis sur un gros deal. Il a pris, je ne sais plus combien, 250% si j'étais monté dedans. Voilà, je pense, et la boucle est bouclée, je pense que ma culture, mon parcours ne me permettait pas d'avoir de bonnes intuitions dans ces domaines-là. Et c'est une forme d'humilité que de le reconnaître. Absolument. Même question. J'étais pas câblé, mon cerveau n'était pas câblé pour avoir des intuitions dans ce domaine. Même question pour vous, Alexandra. Moi, c'est difficile de vous donner des exemples de bonnes ou de mauvaises intuitions dans la mesure où moi, je n'ai avancé dans ma carrière qu'en me guidant de mon intuition. Donc, ce serait difficile de vous dire j'ai fait des bonnes ou des mauvais choix. En revanche, ça m'a permis de faire des trucs assez incroyables. J'ai commencé dans mon école de commerce où j'ai eu l'intuition qu'il fallait pas que je choisisse le cursus international qu'on proposait. C'est dans les écoles de commerce, on vous promet toujours, alors je ne veux pas te dire, ça se fait très bien, mais généralement, vous avez une belle plaquette quand vous rentrez, il y a beaucoup de destinations, et puis en fait, finalement, la dernière année, quand il s'agit de partir, vous vous rendez compte que le choix était beaucoup plus restrictif que prévu. Et moi, j'ai eu l'intuition qu'il ne fallait pas que j'aille à Valencia, en Espagne, avec 40 autres étudiants, parce que sinon, je pense que j'aurais une très bonne connaissance de la bière, mais pas forcément de l'espagnol. Et donc, j'ai eu l'intuition de monter moi-même mon propre échange scolaire, et je l'ai fait avec le Costa Rica, ce qui à l'époque avait paru être complètement lunaire. On m'a dit mais non, vous n'allez pas partir seul dans un pauvre pays d'Amérique latine. Non, le Costa Rica est la petite Suisse de l'Amérique latine. Donc bref, j'ai monté mon échange contre vent et marée, ça a été très compliqué, mais finalement j'ai bien fait parce que je suis revenue, je parlais bien espagnol, j'étais la seule étrangère de la fac. Donc, mais finalement j'ai fait toujours ça de manière assez empirique. En revanche, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, il me semble, c'est que l'intuition, les bonnes intuitions ne sont validées que parce qu'il y a du travail derrière. Et ça me paraît quand même fondamental de le rappeler. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, quand je prends une décision et je me base souvent sur mon intuition, si je rencontre des résistances et j'essaie de ne pas aller sur les biais de confirmation, j'essaie d'être très attentive au fait de ne pas avoir raison contre les autres. Si les autres me renvoient quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Et donc tant que ça accroche, eh ben, je retravaille et je re-questionne et je vais chercher des expertises partout et je demande l'avis des uns et des autres. J'essaie d'aller jusqu'au bout pour identifier exactement ce que je cherche et que ça valide ou pas mon intuition. Et une fois où ça vous a joué un mauvais tour? Franchement, j'ai pas d'exemple comme ça de mauvais tour. Tant mieux. Christophe, pour vous, les deux mêmes questions. Une intuition positive et une que vous avez pu regretter. Une intuition positive, j'en ai plusieurs. La première, c'est quand je suis rentré dans mon entreprise il y a un peu 33 ans aujourd'hui, enfin un peu plus. C'est un métier que personne ne connaissait. J'étais électronicien de métier, donc quand j'ai expliqué que j'allais rentrer dans le nettoyage, je pensais bien que tout le monde m'a dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, c'est pas ton métier. Puis voilà, 33 ans après, j'y suis et j'ai gravi quelques échelons, donc c'était une bonne intuition. Moi, je suis comme Alexandra, je dois avoir la mémoire sélective pour les mauvaises intuitions. J'en ai certainement pris, oui, sur du business où on est persuadé qu'on va faire une bonne affaire et puis 8 jours après, on se rend compte qu'elle est vraiment pas bonne. Donc oui, voilà, et pourtant on était persuadé qu'elle était bonne. Ouais. Donc les mauvaises intuitions, si je devais m'en rappeler, c'est plus par rapport à des échecs commerciaux, des choses comme ça, que par rapport à des hommes. Parce que bon, voilà, les hommes, on est toujours nourris par quelque chose, quoi qu'il arrive. Les mêmes questions de ce côté-ci. Ouais, est-ce que je peux rebondir sur 2-3 points juste avant, puisque à un moment j'ai entendu effectivement que je parlais de tests. En fait, je parlais pas de tests vis-à-vis des autres. C'était comment est-ce que moi je teste mon intuition. Voilà. Au contraire, je pense que le collectif et les autres, comme en biologie, on est quasiment similaires. Les humains, le collectif, ce sont nos homologues. On est quasiment tous identiques. Donc, et puis, je voulais aussi rebondir sur la partie santé, biologie, puisque c'est aussi un peu mon domaine. Et effectivement, on voit bien que quand le corps est beaucoup plus sain, et il n'est pas pollué ni par des additifs, des conservateurs, des toxiques, etc. Du coup, on est plus en résonance avec l'univers et l'environnement.
que si on a un organisme qui est pollué par certaines bactéries qui vont générer certains métabolites et qui peuvent nous pousser à avoir des comportements qui ne sont pas forcément en phase avec ce qu'on est réellement. Voilà. Alors, pour répondre, je voulais aussi rebondir sur la confiance, parce que vous avez beaucoup parlé de confiance en soi, et moi, ça m'a marqué, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. Et le fait d'écouter, de faire travailler l'intuition, m'a redonné, en fait, confiance en moi. Donc, je ne sais pas ce que j'ai vécu dans mes 1000 premiers jours, mais en tout cas, le fait d'avoir... C'était comme si j'avais un autre ami, des autres signes qui m'ont poussé à aller dans certaines directions, et qui me disent « Ah bah tiens, ça, c'est aussi une aide ». Et ça m'aide un peu pour la confiance en soi. Alors, pour les questions, moi, la première, l'intuition qui m'a le plus marqué, c'est pour devenir qui je suis. Moi, j'ai fait des études de pharma, j'ai travaillé 10 ans en officine, je voulais en acheter 10, parce que, voilà. Et puis, je m'éclatais dans mon boulot, hein, j'adorais ça. Mais à un moment, quand je m'écoutais, je me sentais enfermée. Et je me posais les questions, tiens, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'achète, est-ce que je n'achète pas. Moi, à l'époque aussi, j'ai eu beaucoup de signaux qui barraient cette route de l'achat. Plein de signes, je devais m'associer avec une de mes collègues, je lui fais rencontrer un ami d'enfance qui venait de divorcer, elle tombe enceinte, du coup elle veut plus acheter, et du coup je me suis dit tiens, il y a peut-être des signaux et peut-être qu'il y a une autre voie. Et quand j'ai imaginé une autre voie qui était assez intangible quand même, hein, parce que j'y voyais pas grand-chose, et je me suis dit mais si je fais pas ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait tout me semblait léger, lumineux et agréable, mais je ne savais pas du tout où j'allais, et c'est comme ça que j'ai créé Calmeva. Donc je suis partie de rien, uniquement mes compétences. J'avais pas de réseau, j'avais pas de clients, j'avais pas. Et aujourd'hui, 18 ans après, je suis la plus heureuse des femmes dans ce que je fais. Et le côté l'intuition qui n'aurait pas été la bonne, et ben pour moi c'est parce que j'ai tout simplement pas écouté mon intuition. Parce que si j'ai pris une décision qui n'était pas la bonne, c'est que je n'ai pas entendu mon intuition. Si je suis vraiment en accord avec moi-même, en résonance avec moi-même, parce que l'intuition, c'est aussi s'accorder, un peu comme un instrument de musique qui vibre avec l'environnement. C'est que j'ai pris des décisions ou j'ai fait des actes qui n'étaient pas en accord avec mon intuition. Je ne me suis pas écoutée, en fait. Et Pierre-Marie ? Alors, un exemple de mauvaise intuition, c'était de croire que j'allais vous rejoindre avec facilité ce soir. Donc, j'avais réservé un taxi moto et je devais arriver de l'aéroport ici en 15 minutes d'après les informations sur le web. Et finalement, j'ai vu arriver un taxi en voiture alors que j'attendais une moto. Et donc, c'était une arnaque. Et je me suis tapé tous les bouchons de Bordeaux, de Lyon, pardon. Et donc, voilà une mauvaise intuition de croire que j'allais pouvoir arriver comme ça, facilement, avec aisance. Après, il y a des intuitions qui peuvent se transformer en victoire. Quand, il y a 3 ans, une voix féminine m'a appelé au téléphone pour me demander si je voulais intervenir pour une école de la philanthropie dans les régions difficiles. J'ai accepté, c'était le groupe de Rothschild, Edmond Rothschild, et j'ai trouvé la voix assez séduisante quand même. J'ai quand même une voix qui me donne quand même des espoirs, quoi. Eh bien, on va se marier, quoi, voilà. Donc c'était une bonne intuition. Merci. Je vous propose de prendre quelques questions s'il y en a. D'abord, je voulais remercier évidemment chacune de cette table ronde et de leurs réponses. Merci aussi à vous de votre écoute, très attentive et agréable. S'il y a des questions, on a quelques minutes avant de passer à peut-être une conclusion. J'aimerais poser une question à Pierre-Marie Ledos. Est-ce que la prémonition est un aspect de l'intuition ? La prémonition, c'est l'idée de ce déjà-vu, du fait que je me retrouve à un instant T et que j'ai l'impression
que cet événement a déjà été vécu. Ça a été plusieurs fois dit d'une autre façon, mais il faut bien savoir qu'un cerveau, il est bombardé d'informations et que c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est 10% de tous les types d'informations que nous recevons sont traités consciemment. Le reste, c'est inconscient. Donc il y a plein de choses que je vois sur le côté et j'en suis pas conscient. Il y a plein d'informations. On a parlé du nez tout à l'heure. Mais par moments, ces événements peuvent se télescoper et ce que j'ai pu percevoir de façon inconsciente est bousculé et je peux tomber devant une personne et dire tiens mais c'est marrant, je te vois, mais j'ai pensé à toi tout à l'heure. J'ai un ami qui voulait me faire croire qu'on pouvait être convoqué par l'au-delà. Et il a voulu me prendre comme ça pour preuve le fait que lui-même lisait alors que lui jamais ne lit les chroniques nécrologique du journal. Il me dit voilà, en tombant sur le journal, la dernière page, je me suis arrêté et c'était mon voisin qui est mort. J'ai dit tu fais quoi comme conclusion? Donc il était là-haut, il m'a appelé. C'est une option possible. On a parlé de bienveillance, hein. Donc c'est une option possible. L'option 2, c'est que tous les jours tu lis ton Figaro, tu scannes comme ça de biais ou autre chose, hein, d'ailleurs. Il y a plein d'informations auxquelles tu n'as pas accès consciemment. Notamment, tu penses que tu jamais lis cette dernière page, mais n'empêche que tu la scannes. Et le jour où, en scannant, tu t'accroches sur un mot qui a du sens parce que tu connais cette famille qui est à côté de toi, tu passes de cet inconscient dans le conscient. C'est en fait, on a un petit peu marché sur une pierre et on a failli trébucher. Voilà, c'est ça, cette idée que notre cerveau est bombardé d'informations et on ne peut pas être conscient de toutes les informations. Quand vous regardez un visage, on a calculé plus de 80 informations sont perçues, mais évidemment, une ou deux vont être traitées de façon consciemment. Voilà, donc j'aime bien cette idée de collusion entre de l'information inconsciente qui bascule d'un seul coup dans le conscient. Est-il d'autres questions? Bonsoir, je m'appelle Mireille. Vous avez souvent utilisé le mot croire. Et en fait, je me demandais quelle était la frontière entre la conviction et l'intuition. Parce que vous avez souvent parlé d'entreprise. Et est-ce que la conviction n'est pas le moteur principal, en fait, et que joue vraiment l'intuition quand on est dans le monde de l'entreprise? Alors, je pose la question, en fait, Joël, je me permets de vous appeler par votre prénom, et Alexandra, vous en avez souvent parlé, en fait. Oui, effectivement, je pense que l'intuition vient rassurer le reste. L'intuition, comme c'est quelque chose la conviction, on l'aperçoit. On a une conviction parce qu'on assoit on l'assoit sur des données réelles. Si on parle d'une entreprise, si on parle de sa vie, dans sa vie, on arrive quand même globalement à se dire telle et telle chose sont bonnes pour moi, telle et telle chose sont mauvaises pour moi. Mais l'intuition, c'est le sel dans la purée. C'est à un moment, on se dit, c'est le petit plus qui va nous permettre de dire tout ce que j'ai validé, tout ce que j'ai vérifié, j'y vais parce que mon ressenti, mon intuition me dit d'y aller. Mais c'est vrai qu'il y a la frontière est ténue. On n'a pas de finalement, là, on se pose 1 heure ou 2 pour réfléchir à ça. Mais au quotidien, on ne pense pas à ça tout le temps, évidemment, jamais finalement. Et c'est comme beaucoup de choses que nous faisons dans la vie, dans la journée. Tout à l'heure, on évoquait le fait que on fait tout ça parce qu'on se projette vers un avenir meilleur. Et donc, quand on espère avoir un avenir meilleur, on a besoin de se rassurer. Et qu'est-ce qui nous rassure? Il y a des gens qui se rassurent dans la religion, il y a des gens qui se rassurent dans leur
qui vont vérifier en permanence leur bonne santé. Mais le chef d'entreprise, notamment, il a un moment, quand il prend beaucoup de risques, il a besoin de se rassurer. Le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui très souvent est seul. Vous le savez certainement tous. Même si vous avez une épouse aimante, vous ne pouvez pas rentrer à la maison en lui disant sinon votre vie est un enfer. Donc vous êtes souvent seul. Et le fait que l'intuition soit bonne, ça permet comme je le disais un peu tout à l'heure de manière triviale, de dormir un peu plus de 3 heures par nuit. Ça permet de dire, voilà, finalement, l'intuition n'est pas mauvaise, ça va le faire. Mais c'est vrai que la frontière, et c'est pour ça que l'expérience amène à beaucoup plus de sérénité, parce que c'est des situations déjà vécues, c'est aussi les ressentis plus faciles, comme on se connaît bien dans plein de domaines. Dans la vie de chaque jour, on se rend bien compte que notre manière de vivre, moi, je préfère avoir 50 ans que 20 ans. Parce que à 20 ans, on me dit que c'est le plus bel âge. Non, je suis désolé, c'est la merde. Il faut faire trop de choses. Ça dépend, ouais, ça dépend. Et voilà, ça dépend des matins, mais on prend avec philosophie et avec bienveillance pour nous-mêmes. Et je crois que finalement, ce qu'on appelle l'intuition, c'est aussi ça, c'est tout ça. Pardon, j'ai monopolisé la réponse. Non, j'en prie. Oui, c'est cet aller-retour. Ce que disait Joël est vrai. Quand on est en position d'être décideur, on est seul. Et donc, c'est toujours très compliqué. Il y a un aller-retour entre la conviction et l'intuition. Mais je vais vous donner un exemple très concret. Pour organiser la soirée du 8 mars, qui était très attendue pour l'équipe des Lyonnes, moi, j'avais la conviction qu'il fallait traiter de sujets lourds sur le droit international des femmes. Et j'avais la conviction qu'il fallait parler d'Afghanistan, d'Iran, et qu'il fallait parler du féminicide en Israël. Maintenant, après, il faut trouver, et c'est l'intuition qui m'a aidée, à trouver la bonne personne, les bonnes personnes, l'articulation, la façon de mettre en musique. Et ça, c'est des choses qui sont impalpables. Et c'est là où on fait confiance à son intuition. Mais c'est cet aller-retour, effectivement, entre ses croyances, ce qu'on a envie d'assumer et cette façon de faire ou d'écouter les autres autour de soi. Une dernière question, peut-être ? Est-ce qu'il y a des peuples, des civilisations qui sont plus intuitifs culturellement que d'autres? Et si oui, pourquoi? C'est pour vous. Vous avez 3 heures. Disons que je n'ai pas un regard anthropologique excessif, mais en revanche, il y a des invariants dans le cerveau. Ces invariants des émotions, des invariants de projection, que le désir est consubstantiel à l'humanité, quelle que soit la culture. En revanche, que certains vont utiliser l'intuition plus que d'autres, mais comme un outil, et un outil peut-être même de manipulation, c'est possible. Dans la mesure où, parfois, l'intuition permet de s'affranchir, d'utiliser la rhétorique pour convaincre les autres. Par un fruit de l'analyse, etc. Mais non, on peut décider, je pense que Poutine, quand il dit il faut faire ça, autour de lui, on va faire ça. Parce que ça ne se discute pas. Donc, je ne suis pas en train de dire que tous les Russes sont comme ça, mais je prends juste cette anecdote pour vous montrer combien aussi l'intuition peut être pas toujours le meilleur mode opératoire pour gérer le collectif. Parce qu'avec l'intuition, vous allez dire, on fait ça, mais tu me crois et tu te tais. Vous voyez, c'est même presque vouloir mimer ce qu'est une intelligence artificielle en disant c'est par le big data que je décide qu'on va faire ça et tu vas aveuglement me suivre. Donc, dans ma réponse, vous avez vu ici l'idée qu'on a construit des sociétés avec des collectifs où le regard de la cohabitation de l'individu et du collectif est différent. Eh bien, vous allez avoir des degrés d'acceptabilité de l'intuition qui sera variant de cette dimension-là, du sujet individu ou du collectif. Quand on ne se précipite pas, quand il y a un sous-marin qui coule et qu'on ne se précipite pas pour aller chercher les marins, vous vous rappelez, ça vous montre l'importance qu'a
un ou quelques hommes au fond de l'eau. Vous voyez? Alors que dans d'autres contrées, on se battra pour sauver une personne au fond d'un trou. Vous voyez? Donc c'est cette idée-là qu'entre le collectif et l'individu, il y a des facteurs qui pondèrent et qui feront que l'intuition sera plus ou moins acceptée dans cette dimension-là du collectif. Je pense quand même que c'est peut-être aussi un peu lié avec la part invisible qui est, nous, dans notre société très occidentale, un peu très rationnelle, peut-être un peu mis de côté. Est-ce qu'il n'y a pas justement des civilisations, enfin en tout cas, où, moi je pense à l'Asie, à un moment, moi je me suis beaucoup intéressée à la philosophie asiatique et à Confucius, à cette vision du monde qui lie le tangible et l'intangible, le visible et l'invisible, et qui laisse beaucoup plus de place à ce que finalement on n'arrive pas à palper. Et on a eu Descartes, on a quand même Einstein qui fait le lien entre l'énergie et la matière. Est-ce qu'il n'y a pas des civilisations comme ça qui acceptent peut-être plus cette place de l'intangible dans nos vies? Là, c'est vraiment un piège que vous me tendez, parce que disons que le propre de la science, c'est d'avancer sur des frontières de l'inconnu, mais au-delà de la connaissance, un expert, il doit dire « je ne sais pas ». Là où c'est dangereux, c'est qu'il y a des toutologues qui sont experts en tout, sans jamais de frontières, et là, on est de l'ordre de la manipulation. Si on va convoquer l'intuition en disant voilà, je le sais, mais je ne peux pas te l'expliquer parce que moi-même, je ne sais pas comment je le sais, c'est très gênant. Rappelez-vous la chanson de Gabin. Je sais que, voilà, à 20 ans, d'ailleurs, c'est pas Gabin, il faut convoquer Socrate. Hein. Je sais ce que je sais et il y a des choses que je ne sais pas. Mais ça, au moins, je le sais. Vous voyez? Donc, je pense que simplement, il faut savoir que par moment, on a des limites et au-delà duquel, chacun, et on tombe dans les croyances. Mais c'est respectable. Parce que justement, dès lors qu'on a accès à la conscience et à la connaissance, ça veut dire qu'il y a des domaines où on ne sait pas et on doit accepter ce domaine où on ne sait pas. Mais ne pas vouloir interpréter des choses quand on ne sait pas. Sinon, on est dans la manipulation. Merci beaucoup. Je vous propose 2 mots de conclusion avec monsieur Franck Lebel, secrétaire général de la CPME, qui peut nous rejoindre et nous dire un mot. Et monsieur Lamotte, ensuite, directeur de GSC, qui viendra également nous dire un mot. Merci beaucoup. On vient à 2, comme ça, on va gagner du temps. Voilà. Non, allez-y. Non, restez, je vous en prie, ça va être très bref. On va se passer le micro, vous inquiétez pas. Voilà, parce qu'on a l'intuition qu'à ce moment-là, il faut être bref de la soirée, n'est-ce pas? Il y en a qui ont même la conviction qu'il faut être bref. Voilà, c'était bien. C'était bien, vous êtes nombreux. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, ça a été le cas en tout cas. Il y a eu un moment d'alignement là. Je ne sais pas si vous avez vu quand le professeur il parlait en fait de l'altérité, que la confiance en fait qu'on nous donne des 1000 premiers jours. Et puis derrière, il y avait We Believe in You. C'était quand même un alignement des planètes là exceptionnel. Donc tout ça pour dire que c'est le moment des remerciements. Donc remerciements à l'école, un adhérent fidèle de la CPME qui nous accueille ce jour. On était dans des parfaites conditions, je crois, pour apprécier la qualité des échanges. Évidemment, un immense merci à l'animateur, aux intervenants pour la qualité de vos démonstrations, la complémentarité aussi que vous avez pu amener, chacun dans vos domaines. Donc il y avait plusieurs couleurs, plusieurs tempéraments, et je crois que ça nous a permis de faire bien le tour du sujet. Quelques messages maintenant. Un message d'abord du président de la CPME, Franck Maurice, avec qui nous étions tout à l'heure, et qui se remet douloureusement, qui prend soin de ses vertèbres numéro 2 et numéro 4 après un fâcheux accident de ski. Voilà, donc vous le verrez encore pendant quelques semaines, mais ça va vite passer. Un remerciement aussi aux organisateurs de cette soirée. Donc moi j'ai pu voir que c'était quand même beaucoup d'organisations pour vous rassembler les intervenants, rassembler les participants, vous accueillir pour le meilleur moment qui arrive, un des meilleurs moments qui arrive, qui est aussi le cocktail. Donc merci à Laetitia qui anime merveilleusement bien ce pôle femmes et on a des grands projets et des grandes ambitions pour cette année.
donc avec de beaux sujets en perspective. Merci à Caroline, je ne sais pas où elle est, Caroline aussi, qui doit être déjà à préparer. Merci à toute l'équipe CPME, à la communication, Emmanuel, que j'ai vu aussi, qui a participé au succès de cette soirée. Message complémentaire, donc plusieurs dates à retenir. Tout d'abord, le mois de mars est un mois où il y a beaucoup d'activités. Donc, notez juste que le 28 mars, il y a le rendez-vous B2B des PME. Donc, les grands donneurs d'ordre sont là, les PME sont là. L'idée, c'est de se faire se rencontrer, les PME entre elles, les PME et les donneurs d'ordre, PME et TPE. Donc, le 28 mars, c'est Made in PME à Eurexpo. Et il y a notamment les pôles femmes de toute la région qui se réunissent pour un apéritif, je ne sais plus à quelle heure, bon, ça doit être à midi, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc rendez-vous le 28 mars. Deuxième rendez-vous aussi, puisque CPME, vous savez, c'est un réseau, il y a beaucoup de réseaux. Alors CPME, c'est un réseau un peu particulier. C'est un réseau, on va dire, sa différence, c'est que la CPME, c'est un partenaire social. Donc on est partenaire social. Et il y a Lauriane au fond là-bas. Mais Lauriane, si vous pouvez venir, parce que vous m'avez dit qu'il faut que les gens viennent me voir pendant le pot, mais du coup, ils ne vont pas vous identifier, donc vous pouvez venir. Donc Lauriane, elle s'occupe des mandats. Et elle a 2 messages à faire passer, Lauriane. On est en instance de sensibilisation, voire de recrutement, pour des mandats parmi les 2 les plus intéressants. Le mandat du tribunal de commerce, où la date, c'est le 18 mars, lundi prochain, on fait une réunion d'information sur le tribunal de commerce. Et le Conseil des prud'hommes, le 4 avril, au Conseil des prud'hommes. Donc, si vous avez des envies de vous engager et de défendre les chefs d'entreprise, venez me voir, je vous expliquerai un peu plus en détail en quoi ça consiste. Voilà, merci pour tout. Donc, à suivre tout à l'heure. Et puis, enfin, pour conclure, parce que c'est aussi grâce à lui et grâce aux partenaires, vous savez, la CPME, souvent, on croit que c'est un truc public, pas du tout. Hein. La CPME, c'est 95% de fonds privés. Et donc, on a des adhérents aussi et on a des partenaires. Donc, je vais lui laisser la parole, puisque c'est aussi avec sa participation, surtout qu'il a un message d'une extrême bienveillance et peut-être une intuition à vous faire passer. Il va nous dire, Marc, c'est aussi une association, loi 1901, comme nous. Donc, ce n'est pas un partenaire. Hein, il est extrêmement bienveillant et de bonnes intentions. Je lui laisse la parole et après, on se retrouve au cocktail. Voilà, merci à vous. Merci Franck, merci d'être aussi nombreux pour votre présence et votre écoute active. Moi, j'ai retenu une phrase, c'est « l'intuition est faite pour se rassurer ». Alors, vous allez voir le lien qu'il y a avec notre association qui est la GSC. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la GSC. Je vais vous rassurer, 1% des chefs d'entreprise en France la connaissent puisqu'ils sont adhérents à la GSC. La GSC, ça veut dire la garantie sociale du chef d'entreprise. C'est une assurance privée, donc volontaire, pour tous les événements involontaires qu'un chef d'entreprise peut subir. Liquidation, révocation pour les mandataires sociaux. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des dirigeants de SARL ou des mandataires sociaux. Je ne sais pas non plus si vous-même, si vous saviez, si vous cotisez pour France Travail. Je ne sais pas si, en cotisant, vous êtes éligible aux allocations perte d'emploi. Eh bien, renseignez-vous, venez me voir tout à l'heure. Je vais vous expliquer toutes les nuances qui peuvent exister pour un chef d'entreprise dans sa protection. La protection d'un chef d'entreprise, c'est quoi? En fin de compte, c'est protéger son patrimoine. Il engage énormément de risques. Et est-ce qu'il protège aussi sa famille? C'est toute la grande question. Alors, je ne vais pas plomber l'ambiance de ce soir, mais je vous invite tout à l'heure à partager toutes les idées que vous souhaitez, toutes les questions. Je suis là pour y répondre avec un verre d'amitié. Voilà, à tout à l'heure. Merci Marc. Voilà, le buffet est ouvert, comme on dit. Est-ce qu'on peut simplement juste remercier Muriel, Sacha et Laetitia et notre formidable animateur voilà, qui ont préparé activement. Et Muriel, merci beaucoup d'avoir préparé les échanges. Merci. Une certaine habitude de ce genre de conférence. Ils ont fait preuve de beaucoup de franchise et beaucoup de sincérité et beaucoup d'humilité. Et donc je voulais vraiment les remercier parce que c'était d'un très bon niveau.